Météo sur France 3 avec le Dauphiné Libéré, votre quotidien régional. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Des élus du parc de la Vanoise en Savoie sont séquestrés depuis hier soir par des éleveurs ovins à Bramont. Ils entendent ainsi protester contre les attaques répétées du loup sur leurs troupeaux durant l'été et réclament des actes forts. Ils sont intervenus alors qu'une conférence était justement organisée sur ce thème du loup et de sa place dans le parc de la Vanoise. Et puis nous verrons que certains jeunes Isérois ont fait leur entrée un peu avant tout le monde. Il s'agit de l'école ouverte, un concept né en 1991 qui a pour objectif l'accompagnement des élèves hors temps scolaire et qui permet d'accueillir des enfants et des jeunes qui ne partent pas ou peu en vacances. Et puis nous parlerons aussi de l'augmentation du coût de cette rentrée avec mon invité Jean-Bernard Launay, président d'une association de défense des consommateurs, augmentation de 0,7%. Enfin, un mot de votre météo avec quelques éclaircies attendues cet après-midi. Les températures de 19 à 24 degrés. Ils sont excédés par les attaques répétées du loup. Alors pour exprimer leur ras-le-bol, une trentaine d'éleveurs ovins savoyards retiennent depuis hier soir le président et le directeur du parc de la Vanoise, ainsi qu'un autre responsable. Ils réclament notamment l'abattage de 5 loups avant la fin de l'année. Isabelle Guyader, Didier Albrand. La nuit a été longue, très longue, dans la petite salle des fêtes de Bramont, où tout avait commencé hier vers 23 h, par une réunion publique consacrée à la charte nationale du parc de la Vanoise. Ce matin, un peu plus de 10h30, les traits sont tirés, mais l'atmosphère est tout à fait calme. Pris en otage pacifiquement par les éleveurs, le président et le directeur du parc sont un peu épuisés par une nuit blanche, mais ils ne sont pas en colère. On comprend la colère des éleveurs. C'est évident que la situation de gestion du loup pour un éleveur n'est pas évidente. Les éleveurs qui sont là sont venus de tout le département. Ils avaient prémédité cette opération, la seule façon, disent-ils, de se faire entendre. À force de demander des choses et de ne pas les obtenir, à force de se battre et de se dire que nos enfants ne pourront plus entretenir le patrimoine de nos ancêtres, on est obligé de passer à l'action. Toute la matinée, les négociations ont duré avec le préfet au téléphone et à 11 h, la situation évolue. Réunion en sous-préfecture à Saint-Jean-de-Maurienne, l'Assemblée évalue la proposition et accepte. J'ai un engagement de monsieur le préfet, comme quoi on va bien prélever 5 loups en Savoie d'ici le 31 décembre 2015, bien sûr dans le respect du quota de 36 loups national. Les otages devront attendre encore un peu, 14 h précises. D'ici là, ils sont invités à partager les diots. Nous vous l'annoncions hier, 9 hommes ont été arrêtés dans le sud de la France. Selon les premiers éléments d'une enquête, ils projetaient d'attaquer un fourgon blindé à Annecy. Tous appartiennent au grand banditisme. Et hier, le procureur marseillais Brice Robin a donné plus de détails sur l'enquête qui a conduit au démantèlement du gang. Thierry Bazer, Sidonie Caneto. Des kalachnikovs, des fusils à pompe. C'est un arsenal qui a été saisi la semaine dernière dans cette maison de Saint-Julien-de-Pérolas, dans le Gard. Une saisie et l'interpellation à Mandelieu, Marseille et Calvi de 9 hommes soupçonnés de préparer l'attaque d'un fourgon blindé en Haute-Savoie. Un coup de filet réalisé après 1 mois et demi d'enquête. Une centaine d'enquêteurs qui ont travaillé quasiment H24 pendant ce mois et demi pour procéder à l'interpellation de cette équipe. Des équipes de cette nature en France, il n'y en a pas énormément. Et je pense qu'on ne peut que se féliciter que les 3 services de police judiciaire que j'ai cités, Paris, Lyon et Marseille, aient réalisé ce travail pertinent, efficace et important dans un délai aussi bref. Sur les 9 interpellations, 7 ont été écroués. Tous partagent un lourd casier et une même origine, Marseille. Nous avons des personnes condamnées soit pour assassinat par des cours d'assises, soit pour meurtre à des peines élevées, comme 18 années de réclusion criminelle ou 13 ans de réclusion criminelle. Mais également, ils sont tous condamnés pour association de malfaiteurs, certains à plusieurs reprises, pour des peines de 6 ans, 5 ans, 8 ans. Et ils sont connus aussi, pour certains d'entre eux, pour trafic de stupéfiants et pour d'autres, pour trafic d'armes. Une équipe à laquelle appartenait Robert Béringier. Le caïd a été abattu le 6 août dernier à Marseille. Aucun lien à ce jour n'a été établi avec la tentative de braquage. Les multirécidivistes âgés de 30 à 60 ans encourent 20 ans de réclusion.
On ouvre une page rentrée à présent. Et oui, cette semaine, on est en plein dedans. Avec tout d'abord la suite de notre série. Aujourd'hui, direction Saint-Martin-d'Hères en Isère, où, comme dans beaucoup d'établissements en France, certains élèves ont fait leur rentrée une semaine avant les autres. Denis Vignot-Duguet et Franck Serroni. Cela ressemble à une rentrée des classes banales. Sauf que cette semaine de fin août, tout le monde ou presque était encore en vacances. Pourquoi tu as mis le 4 ici, mais pas ici par exemple? Ces enfants ont fait leur rentrée une semaine avant les autres. Et en plus, ça leur plaît. Comme ça, on ne pourra pas se paumer en cherchant les classes. Et on fait aussi des activités comme aller à la Bastille, remise à niveau des maths, faire du sport. Et on fait plein de choses, c'est sympa. Là, j'aime bien les sudoku, là on en fait, c'est très bien. Je dis quand tu as un doute, tu mets dans un petit coin le 2 et le 4. Et après, tu prends le bon chiffre. L'avantage, c'est qu'à la rentrée, déjà, ils ont déjà un rappel. Il y a quelques-uns, s'ils ont des questions, des lacunes ou des points d'interrogation, on peut les éclaircir. Cette rentrée avant l'heure s'appelle l'école ouverte. Un concept né en 1991 qui a pour objectif l'accompagnement des élèves hors temps scolaire et qui permet d'accueillir des enfants et des jeunes qui ne partent pas ou peu en vacances. Ils sont arrivés un petit peu stressés, ils découvraient un lieu complètement différent, un fonctionnement complètement différent et donc là c'est une manière de redécouvrir le collège et d'accrocher en fait des choses et de dire bah voilà, là j'ai réalisé cette partie, je suis content. En tant que témoin d'un accident, vous êtes les premiers maillons d'une chaîne de solidarité. Et en fonction de vous, vous allez pouvoir améliorer la survie. S'approprier les lieux, combler ses lacunes, des effets bénéfiques auxquels s'ajoutent certaines valeurs. Car dans ce collège, on apprend aussi à vivre ensemble. Tout au long de l'année, ils sont imprégnés de ces valeurs-là, des valeurs qu'ils ont pu découvrir ou approfondir. Fin août, c'est également des relations apaisées entre tous, c'est le respect des valeurs de l'État qui ne sont pas négociables. C'est ça l'école ouverte, c'est ça le principe à l'origine et c'est comme ça que nous le vivons ici au Collège Henri Wallon. Ce collège possède de nombreuses classes à thème comme la montagne, le théâtre ou l'astronomie. Près d'une dizaine d'activités rendues possibles justement grâce à ce principe de l'école ouverte qui se poursuit les mercredis et samedis durant toute l'année scolaire. Et la rentrée côté économie à présent, le coût de cette rentrée est de plus en plus élevé selon certaines associations. Alors avant d'en parler avec mon invité, on regarde les détails avec Xavier Schmitt. Le coût de la rentrée scolaire est établi sur le prix d'un chariot de fourniture. Cette année encore, le prix a grimpé, constate l'association Famille de France dans son rapport annuel. Le coût moyen est établi à 190,42 €, une hausse de 0,7%. Si le prix des vêtements de sport est en baisse, ce n'est pas le cas de la papeterie et des autres articles. L'association incrimine la grande distribution et les fabricants. Ils n'auraient pas répercuté le recul du prix des matières premières, profitant de la rentrée pour augmenter leurs marges. L'association relève cependant les écarts entre les hypermarchés et les boutiques spécialisées. La facture varie de 176 à 206 €. De son côté, le gouvernement conteste les calculs de Famille de France. Le coût de la rentrée scolaire se limiterait à une hausse de 0,1%. Autre grief de l'association, l'allocation de rentrée. Entre 362 et 395 € selon l'âge de l'élève. Le montant est inchangé cette année. Il avait été revalorisé de 25% en 2012. Et pour aller plus loin sur ce sujet, j'accueille Jean-Bernard Launay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Orgeco Isère. Vous êtes en quelque sorte le spécialiste consommation pour l'association Famille de France. Alors qu'est-ce qui coûte le plus cher dans cette rentrée? On va dire ce qui coûte le plus cher, c'est la papeterie. Et puis pour satisfaire un peu les enfants aussi, ce qu'on appelle le non-papetier, c'est-à-dire les cartables et autres affaires. Si curieux que ça puisse paraître dans l'enquête, apparaît une baisse importante sur les vêtements. C'est d'ailleurs ce qui tire la statistique vers la baisse. On est à 0,7 grâce à un moins 7,2% des vêtements. 0,1% dit l'État, qui conteste ce chiffre de 0,7%. Bien sûr. C'est-à-dire que l'État, si vous voulez, prend peut-être un panier qui est peut-être un panier beaucoup plus théorique, dont on est parti. On a eu 256 enquêtes qui ont été faites dans 36 départements.
qui ont couvert aussi bien les magasins spécialisés que les hypermarchés, que les supermarchés, que les services Internet. Et à ce titre-là, on est peut-être un peu plus proche de la réalité. Par contre, je reviens sur la baisse des vêtements. L'enquête a eu lieu pendant la première quinzaine de juillet. Elle est arrivée en pleine période des soldes. Je pense que ça a impacté les statistiques à la baisse. Vous attaquez fermement les supermarchés, les grandes surfaces. Pourquoi ? C'est-à-dire que quand vous avez du produit non papetier, à une certaine époque, on disait qu'il augmentait malheureusement à cause du coût du pétrole. Et là, depuis juillet 2014 à juillet 2015, on a une baisse pratiquement de 36%, 35,8% du baril du prix de pétrole. Et par contre, on a quand même une augmentation non négligeable des fournitures. Donc manifestement, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que les fournisseurs ont certainement revu leur marge et réengrangé un petit peu à la hausse. Il faut savoir quand même que le chiffre d'affaires global de la rentrée scolaire, c'est 600 millions d'euros pour l'ensemble de la France. C'est quand même un budget non négligeable qui fait que pas mal de gens s'y intéressent. Vous, assez rapidement, vous conseillez aux parents finalement de se diriger vers Internet, sur certains sites, assez rapidement. Non, on ne conseille pas aux parents de se diriger vers Internet, mais pour la première fois, dans l'enquête, nous avons analysé 13 sites Internet, donc je ne peux pas donner les noms à l'antenne, mais 13 sites Internet qui, s'ils sont bien utilisés, peuvent permettre de faire des économies substantielles. Parce que quand vous allez dans une grande surface, ou dans un magasin spécialisé, on vous donne les fameux blisters, et il arrive à des moments où tous ces emballages coûtent pratiquement plus cher que le produit qui est à l'intérieur. À ce titre-là, quand vous allez sur des sites spécialisés qui maintenant commencent à vendre du vrac, vous avez un gain très important qui peut aller jusqu'à 20%. Merci beaucoup, Jean-Bernard Launay, d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment. Et on poursuit avec un sujet lié notamment à la rentrée scolaire. Il s'agit de la garde des plus petits enfants. Un vrai casse-tête pour les parents. Les crèches affichent souvent complet. Il faut alors trouver d'autres solutions. Illustration Annecy avec Bernard Portugal et Christian Mathieu. Je vous transmets directement son numéro de portable et c'est à vous directement de la joindre pour effectuer une petite rencontre, voir si le feeling passe. Dans cette entreprise spécialisée dans la garde d'enfants à domicile, en ce moment, le téléphone sonne beaucoup. Ça reste pas. Il faut mieux pour combler les désirs de dernière minute, on va dire. Faire garder leurs enfants, un véritable casse-tête pour de nombreux parents. Crèches surchargées, assistantes maternelles sursollicitées. En cette période de rentrée scolaire, la chasse à la nounou bat son plein. Oui. Parce que les parents ont des emplois du temps de folie, parce qu'il y a de plus en plus de jobs dans lesquels effectivement on n'a pas vraiment d'horaire, parce qu'on a de plus en plus de parents qui subissent une pression pour conserver leur emploi. En quantité, on peut dire que très clairement, les demandes sont en augmentation tous les ans. Sur ces deux sites de Chambéry et d'Annecy, cette société emploie près de 70 nounous. Des étudiantes, des salariés à temps partiel et même des retraités aux rôles multiples. On va chercher les enfants à l'école, on les fait goûter, on fait de l'aide aux devoirs si les parents le demandent. On fait, souvent, moi je fais aussi la douche. Donc comme ça, les parents, les enfants, quand ils arrivent, ils sont en pyjama et il n'y a plus que le repas pour les parents à faire. Pour Vincent et sa compagne, qui travaillent tous les deux, la garde des enfants est un problème crucial. Comme beaucoup de couples, ils ont longtemps cherché avant de trouver une solution. Alors la crèche, c'est mission impossible en gros. C'est-à-dire qu'on a environ une chance sur 10 d'avoir une place. Donc avec des jumeaux, c'est même pas la peine d'y penser. On vit une époque moderne, donc on bosse tous les deux et dans ce cas-là, faut se débrouiller, quoi. Pratique, simple et efficace, la garde d'enfants à domicile a donc la cote et la tendance devrait se confirmer dans les années à venir. On estime qu'il manque aujourd'hui 400 000 places de crèche en France. En Maurienne, l'histoire de l'industrie de l'aluminium a fortement rythmé cette vallée savoyarde. Et pourtant, c'est une histoire dont on connaît parfois peu les détails. Et bien aujourd'hui, à l'initiative du musée mauriennais de l'aluminium, un documentaire retrace les grands moments de cette industrialisation. Grégory Lespinasse, Bertrand Tanguy, Hervé Cadet-Petit ont rencontré les réalisateurs de ce documentaire. Ils viennent de réaliser un documentaire sur l'aluminium dans la vallée de la Maurienne. Mais aujourd'hui, avec cette jeune historienne, ces deux passionnés racontent la vie d'hommes et de femmes liés à l'histoire d'une usine pendant plus d'un siècle. Le logement de l'entreprise d'aluminium était très hiérarchisé. Cette industrie est en Maurienne depuis 1892, et particulièrement l'usine de Saint-Jean qui est là depuis 1907 et qui a effectivement fait vivre et qui a façonné cette partie de la Maurienne.
Voici la Maurienne en Savoie dans les années 20. Le début du XXe siècle voit s'installer le règne de l'aluminium, dont l'industrie se développera comme nulle part ailleurs pendant près de 80 ans. L'aluminium, deuxième métal le plus utilisé dans le monde après l'acier. À l'aube du XXe siècle, l'électricité et le chemin de fer vont faire de la Maurienne un des berceaux de l'aluminium. Une réussite qui traverse les années. Ces usines font vivre toute la vallée. Péchinet connaît ses heures de gloire, mais aussi la désindustrialisation de la fin du XXe siècle. Une histoire tumultueuse qui a inspiré l'écriture de ce film documentaire. En 68, j'ai acheté ma première caméra 16 mm à Saint-Jean-de-Maurienne et Marcel Ichac, qui était un réalisateur professionnel de films de montagne surtout, qui était venu à Saint-Jean. Et je lui avais posé la question, quel conseil donneriez-vous à un cinéaste amateur comme moi? Il m'a répondu tout de go, filmer ce qui va disparaître. 1960. 107 ans après bien des péripéties et des rachats, l'usine est toujours là. Mais la mémoire ouvrière, elle, disparaît. D'où l'intérêt de cette historienne pour la parole de ses anciens. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais plutôt sur l'histoire technique. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai travail sur l'histoire sociale, l'histoire des hommes, la mémoire des hommes qui est en train d'être fait. Et voilà, c'est dans ce sens qu'on réalise ce petit parcours aujourd'hui. Plus de 200 exemplaires du film documentaire sur l'usine d'aluminium sont aujourd'hui en vente à Saint-Jean-de-Maurienne. Du sport à présent avec les mondiaux d'aviron à Aiguebelette en Savoie. Au total, 77 pays sont présents et parmi eux des petites nations que la Fédération internationale aide à travers un programme de développement. Reportage Nathalie Rapuc et Dominique Sommet. Premier jour de pluie sur le lac d'Aiguebelette. Début d'après-midi, les entraînements sont interrompus, mais les coachs des 77 nations sont bien là. Un record de participation pour les championnats du monde d'aviron. Et pour cause, il y a 30 ans, la Fédération internationale des sociétés d'aviron a créé un programme de développement pour les pays qui n'ont pas accès aux championnats. On accueille 30 pays, 150 personnes qui ont le droit de faire une participation comme tous les autres pays ici, avec de bon équipement, d'hébergement prévu par le comité d'organisation qui est de bonne qualité et transport, repas, tous comme les autres fédérations. Donc ça donne le droit d'essayer de faire une qualification aux Jeux olympiques comme les autres pays. La fédération suit des athlètes partout dans le monde. L'objectif n'est pas forcément d'avoir une médaille, mais d'améliorer les conditions d'entraînement pour avoir plus de participants. Ça diffère d'un pays à l'autre. En Afrique, il y a le Nord-Afrique, comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie. Il y a de bonnes conditions pour s'entraîner. Mais dans l'Afrique centrale, c'est plus difficile de trouver les moyens, les embarcations, les rameurs. C'est plus difficile de développer l'aviron. Mais on essaie de travailler sur ça. Claire pratique l'aviron depuis seulement 2 ans. C'est une chance inespérée pour elle d'être ici. Ma première fois quand j'ai vu ça, je me suis étonnée. Je dis, oh, c'est quoi ça? Et puis, quand je suis rentrée dedans, oh, c'est très bon, c'est très bon. Et, je me suis engagée d'être athlète d'aviron pour toute ma vie. L'objectif pour tous les athlètes, après ces championnats du monde, obtenir une place aux Jeux olympiques de Rio. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations. Des élus du parc de la Vanoise en Savoie sont séquestrés depuis hier soir par des éleveurs au vin à Bramont. Ils entendent ainsi protester contre les attaques répétées du loup sur leurs troupeaux durant l'été et réclament des actes forts. Ils auraient d'ailleurs obtenu de la part de la préfecture de pouvoir abattre 5 loups. Mais ils attendent 14 heures avant de libérer les 2 cadres du parc. Et c'est la fin de ce journal. Passez une très belle après-midi.